Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode déjà de l'Outlap. C'est votre podcast auto-hebdo qui va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end, avec notamment la victoire de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas du côté de Zandvoort, mais on parlera aussi un petit peu de ce qui se passera le week-end prochain, le week-end à venir, les 6 heures d'Austin en WEC. On vous fera une petite preview de tout ça, et vous verrez qu'en plus, le nom 6 heures d'Austin n'est pas forcément tout à fait exact. On vous expliquera tout cela tout à l'heure. On reviendra sur quelques résultats également de ce week-end, parce que ça y est, on a enfin retrouvé un week-end de sport mécanique où il y en a beaucoup à dire. On avait quelques week-ends un petit peu plus calmes pendant notamment les Jeux Olympiques et la trêve estivale globalement. On parlera aussi de la finale du championnat de F3 qui aura lieu ce week-end à Monza. Ils vont disputer donc leur dernière course de la saison, et puis comme d'habitude, vous commencez à le connaître, ce petit quiz de fin de podcast qui est, ma foi, aujourd'hui assez sympathique. Mais je vois déjà que mes deux comparses ont un petit peu peur de ce qui pourrait se passer. Rassurez-vous, vous allez très bien vous en sortir, j'en suis sûr. Jérémy Satis de nouveau à mes côtés, comment vas-tu ? Bonjour Michael, ça va très bien, sans doute pas aussi bien que Lando Norris, faut pas exagérer, mais peut-être un petit peu mieux que Max Verstappen quand même, donc la semaine commence bien. Après, tout dépend comment il a fêté son succès. C'est vrai. Parce que des fois le lundi matin est difficile pour certains pilotes, on verra ce qu'il en a fait. Et je pense que Lando Norris n'est pas le dernier dans ce compartiment du jeu. Non, clairement pas. C'était avec Armin van Buren qui s'était blessé, je crois, au nez il y a quelques temps. Je sais plus si c'était avec lui ou avec Martin Garrix, mais en tout cas, c'était avec un local et Armin van Buren était là hier, donc à mon avis, il y a de quoi s'amuser aussi. Et puis vous allez le découvrir. Alors vous l'avez entendu participer avec brio quand même au quiz de la semaine dernière, mais là maintenant il est là pour de bon, pour une émission complète. Gonzalo Forbes, comment vas-tu ? Ça va très bien, la reprise de la saison, ça y est, c'est reparti. Gros week-end, ça fait du bien après une période assez calme, on va dire. Oui, nous on était contents quand même que ça reprenne, finalement, c'est toujours sympa. Après, j'en ai vu certains qui, comme d'habitude, font la fine bouche. Pendant 3 semaines, nous écrivent tous les jours en disant « Jour 200 F1, je n'en peux plus ». Et puis quand ça vient, ils disent « Oh, il est pas top le Grand Prix quand même, hein. » On a entendu tout ça pour ça. Nous, on vous dira ce qu'on en a pensé, on va tout de suite parler Formule 1. Messieurs, c'est donc Lando Norris qui a remporté ce Grand Prix des Pays-Bas. Alors remporté est même peut-être un faible mot, qui a dominé ce Grand Prix des Pays-Bas. 23 secondes d'avance à l'arrivée sur Max Verstappen. C'est pas souvent qu'on peut avoir un tel écart avec le triple champion du monde en titre. Max Verstappen qui est apparu un petit peu impuissant ce week-end. Est-ce que c'est un signe, Jérémy, peut-être pour le reste de la saison? Est-ce qu'on ne vient pas ici d'assister à un tournant du championnat, même s'il reste encore 70 points entre les deux hommes? Pour savoir si ce sera véritablement ou non un tournant de la saison, il faudra évidemment attendre quelques manches encore, parce que si Max finit par remettre tout le monde d'accord à Monza, ce sera terminé pour cette histoire de championnat relancé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, au-delà de la victoire de Lando, c'est vrai que t'as parlé, Michael, de ces 23 secondes, ça a été une déflagration énorme hier, on peut même parler de déclaration d'intention de la part de Lando Norris et McLaren. Ils ont apporté des évolutions, elles ont clairement fonctionné. Est-ce que c'était que ça ou non? Là encore, il faudra attendre certainement Monza et Bakou pour savoir. Il y a aussi eu ce circuit à fort appui qui correspond toujours à la McLaren. Je pense que Red Bull et Max sont peut-être un petit peu ratés aussi dans les réglages. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous a donné cet écart immense. J'ai du mal à imaginer personnellement qu'on se retrouve encore avec des écarts supérieurs à la vingtaine de secondes à l'avantage de McLaren sur cette fin de saison. Mais une chose est sûre, on pensait après 3 manches cette année que le championnat était plié pour Max Verstappen. On est à la 15e et on est en train de se demander si finalement Red Bull pourrait pas tout perdre. Mais visiblement on n'est pas les seuls, puisque chez Red Bull aussi on est en train de se demander si on n'est pas encore en train de tout perdre. Donc ça va être intéressant à suivre. Ouais, avec McLaren qui a amené en plus, Gonzalo, des évolutions sur ce week-end. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les 2 victoires de Lando Norris arrivent lors de week-ends où ils apportent des assez gros packages d'évolutions. C'était dû à le cas à Miami. Miami, évidemment, c'était dû à une safety car qui s'est mal positionnée, dirons-nous, devant le peloton. Là, il s'est fait passer au départ. Il a repris la tête aux alentours du 18e tour. Et ensuite, on ne l'a plus revu, Lando Norris. Ah oui, dans l'ensemble, c'était une victoire nette et claire, sans aucun problème. D'ailleurs, même lui le disait, quand il a raté son départ, il se fait dépasser. Mais derrière, il dit tout de suite d'avoir été très calme dans sa tête et qu'il a très vite compris qu'en fait, il allait jouer la gagne et qu'il allait avoir limite, il disait qu'il allait avoir aucun problème à dépasser Verstappen. D'ailleurs, contrairement à l'Autriche, cette fois-ci,
Il n'y a eu aucun problème sur la défense, ni l'attaque, ni de l'un de l'autre. Donc non, la McLaren, à chaque fois qu'elle accueille des évolutions, ça marche très 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 bien. C'était la première fois qu'ils ont ramené un gros package, comme ils le disent. Ils ont fait suspension, les écoupes de frein, le fond plat. Donc contrairement à la Red Bull, ces évolutions de festival, ça marche beaucoup mieux. Après avoir, comme dit Jérémy, c'est la reprise. Les 23 secondes, est-ce que ça reflète vraiment l'écart de performance? Est-ce que Verstappen s'est pas dit je lève le pied, je préserve le moteur, je sais que je vais pas pouvoir jouer la gagne à la régulière. Et je sais pas vous, mais moi je l'ai trouvé assez calme Verstappen. À la radio, certes, c'est pas diffusé, tout n'est pas diffusé, mais on sait que la production aime quand Verstappen monte dans les tours. Mais là, s'il avait gueulé, on l'aurait entendu, clairement. Je pense qu'on l'aurait entendu. Et même lui apparaît aussi beaucoup plus bon joueur maintenant, comme s'il accepte mieux. Et surtout comme si il pense qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, comme si des évolutions qui vont arriver, très certainement, parce que je pense que Red Bull on ne restera pas là. Il n'y a que 70 points, certes 70 points, mais Red Bull veut repartir de l'avant. Donc je pense qu'on n'est pas loin, enfin pour moi c'est pas encore un tournant. Comme dit Jérémy, il faudra attendre l'Italie et Bakou, où c'est des circuits à grosse vitesse, et là où Verstappen a été très très bon ces dernières années. Il y a quelque chose, Gonzalo parlait de l'attitude de Max Verstappen notamment, et le fait qu'il acceptait les choses. Moi je l'ai trouvé très calme en conférence de presse hier. Il ne s'affole pas, il a compris que quand il ne pouvait pas gagner, il fallait qu'il fasse deuxième. Mais il suffit de se replonger un petit peu dans le passé récent avec Max. Il n'a pas été habitué beaucoup à ne pas avoir la voiture dominante, mais à chaque fois qu'il n'a pas eu la voiture dominante de façon assez nette, il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire qu'il est capable très vite de switcher et de passer son cerveau en mode survie, et il faut que je prenne le plus de points possible. Je me souviens de Charles Leclerc, qu'il avait passé 3 fois dans le même Grand Prix en 2022 en Autriche. Il avait quasiment pas opposé de résistance, Max, parce qu'il s'est dit ma bataille n'est pas avec Charles, mais elle est avec Sainz derrière. J'ai trouvé que c'était un petit peu la même chose cette fois. Si en Autriche, ça a un petit peu sorti les coudes avec Lando, si en 2021, ça a sorti aussi les coudes avec Lewis, c'est parce que l'écart était peut-être un petit peu moins important en termes de performance pure entre les deux. Donc quand il se dit qu'il y a quelque chose à aller chercher quand même, il n'hésite pas à sortir les coudes. Quand il sait que à la régulière, et même avec un peu de magie, c'est impossible d'aller chercher, il fait beaucoup plus attention, et il se concentre sur sa course, et c'est là où il est assez intelligent. Ouais, puis effectivement, si on prend par exemple l'Autriche, c'était les 5 ou 6 derniers tours, c'était vraiment en toute fin de course, donc là, on comprend, il y a une victoire à aller chercher, et puis il pouvait se le permettre à ce moment-là, il avait encore une avance plus importante, il pouvait se dire, bon voilà, si on perd celle-là, c'est pas très grave, et au final ça ne l'a pas été, puisqu'en plus lui il a terminé le Grand Prix et pas Lando Norris. Ici, peut-être qu'il commence à se dire, voilà, il y a quand même une certaine dynamique qui est à l'avantage de McLaren, et qui était à l'avantage de McLaren avant la trêve estivale. On revient à Zandvoort, Norris est clairement plus rapide que Verstappen. Oscar Piastri n'était pas vraiment dans le même rythme, alors il l'a dit lui déjà, lors des qualifications. Il se qualifie 3ème, il fait pas tout ce qu'il faut pour que la performance soit au rendez-vous, et en course, il a passé toute sa course derrière George Russell, puis derrière Charles Leclerc, donc on sait pas à quel point c'est vraiment quelque chose à suivre. Le rythme était bon de la part d'Oscar, c'est juste que c'est très compliqué de doubler ici, et quand il s'est retrouvé bloqué derrière Leclerc, sa course était un petit peu terminée. Je pense que la grossière erreur, entre guillemets, qui est faite, c'est de ne pas avoir su mettre tout bout à bout en Q3 le samedi. C'est très facile à dire de ma part, mais je sais que le vent a été un facteur différenciant au niveau des chronos de l'aveu du top 3 en conférence de presse. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais oui, en effet, ce sera à surveiller Oscar Piastri sur cette deuxième partie de saison. Il y a aussi le fait que McLaren le couvre pas tout de suite quand George Russell et Leclerc s'arrêtent, et il le laisse 7 ou 8 tours de plus, donc à partir de ce moment-là, il avait 2 ou 3 secondes d'avance, il perd l'avantage de son écart qu'il avait. Et derrière, comme tu le dis, pour dépasser, malgré les pneus plus frais sur un circuit comme Zandvoort,
c'est très 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 difficile. Il a utilisé ses pneus plus frais pour revenir. Et passer Russell facilement, parce que ça, il n'y a pas eu de souci. C'est vrai, mais arrivé derrière Leclerc, il avait déjà tapé dans, on va dire, 50% du capital, et derrière, Leclerc a parfaitement géré les siens, et c'était compliqué d'aller chercher la Ferrari, aller plutôt vite en ligne droite en plus. Ouais, Charles Leclerc qui n'a pas hésité d'ailleurs à mentionner un miracle globalement pour ce podium, parce que je pense que pas grand monde voyait justement une Ferrari faire le podium ce week-end, donc ça c'est une bonne chose pour même s'il ne voyait pas, quand il a dit 9 dixièmes déjà en qualif, on est en 6ème. Sur un circuit très court en plus. Je pense que si on lui disait dimanche matin, tu signes aujourd'hui pour un podium, je pense qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Je me permets d'inverser les rôles, mais pour toi, Michael, est-ce qu'il s'agissait d'un tournant, ce qu'on a vu là ? Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que quand même Monza et Bakou seront plus importants. On sait, c'est ce qui est toujours paradoxal, on sait que Singapour risque d'être compliqué pour Red Bull, alors que c'était un circuit d'habitude, ils étaient excessivement bons et c'est là qu'ils pouvaient remonter sur Mercedes et tout ça, et Verstappen n'a toujours pas gagné à Singapour. Donc ici, Monza, Bakou, ça va être des circuits où il va falloir vraiment observer ça de près, mais je pense quand même que c'était important pour McLaren d'enfin mettre tout bout à bout ici pour Lando Norris, parce qu'on a eu le Grand Prix de Hongrie où les McLaren ont dominé, mais évidemment ça s'est passé dans la polémique. Ici au moins il n'y a pas de contestation possible, et pour moi ça acte peut-être, sur cette saison globalement, mais ce Grand Prix peut-être en particulier, le retour de McLaren au statut de top team. C'est-à-dire que maintenant c'est une équipe de pointe qui a une voiture de pointe et qui, en termes de stratégie, en termes de tout ce qu'il faut faire, gère correctement les choses. Et là ça peut être dangereux pour Red Bull. Championnat pilote, je ne sais pas trop. Championnat équipe, par contre, constructeur, ça me paraît même compliqué de rester devant avec Verstappen et Perez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Ah oui, à ce rythme-là, Perez qui marque de moins en moins de points. Certes, ce week-end, il a été un peu au rendez-vous, mais bon, c'est pas des points suffisants, notamment quand Max ne gagne pas. Mais bon, je pense que quand même dans la tête de Red Bull, le titre constructeur aujourd'hui passe vraiment au second plan. Pas vraiment, mais... On se focalise avant tout sur le titre pilote, c'est celui qui compte le plus, c'est celui qui fait plus vendre auprès du public aussi également. Il y a 40 points d'écart exactement entre 30 points entre Red Bull et McLaren. Red Bull se dit c'est plié, je pense, dans le sens inverse avec McLaren. La régularité de McLaren, et surtout que Red Bull commence à admettre. C'est Perez qui disait hier, il me semble, ça fait peur de voir à quel point tout ce qu'ils font, ils le réussissent aujourd'hui. À chaque fois qu'ils ont une évolution, ça marche. Et donc ils se rapprochent de Red Bull, là où les autres équipes ont eu et ont encore plus de mal à se rapprocher de Red Bull. C'est vrai que si on regarde les derniers résultats, notamment de Norris, il termine 5ème en Belgique, ce qui n'était peut-être pas terrible, mais à part ça, c'est 4ème à Monaco. Et si on prend depuis le Grand Prix de Chine, il est toujours sur le podium, sauf l'abandon évidemment en Autriche. Ça c'est impressionnant, ça c'est effectivement des choses, et il l'avait dit, je crois, Lando, c'était important pour lui aussi de se mettre dans la peau du prétendant au titre, de venir dire il n'y a pas qu'une petite victoire un peu chanceuse par-ci ou non, là maintenant il peut dominer un Grand Prix, il peut vraiment jouer le titre. On sent qu'il y a eu du boulot chez McLaren cet été, et même avec Lando sur le plan psychologique, c'est un autre Lando qui est revenu quelque part. Et j'ai bien aimé aussi les conversations avec son ingénieur. C'est toujours plus facile évidemment sur le plan de la stratégie de gérer les courses quand on a un tel écart de performance, mais quand même ils se sont fait avoir à plusieurs reprises un peu sur la stratégie. Alors c'est toujours beaucoup plus facile de tirer à boulet rouge après coup, mais là il y a vraiment eu ok Lando, on a 10 secondes d'avance, si un safety car sort, on passe sur les médiums, certes tu perdras la position mais tu pourras repasser Max avec le delta de performance que tu as. C'est des choses qui mettent en confiance tout le monde. On anticipe tout, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le retour de McLaren en tant que top team. Stella a dit qu'il fallait du temps, des automatismes pour que ça revienne. Ils sont en train d'acquérir tout ça. Malgré tout, il y a 70 points d'écart encore. Ça peut être pas grand chose en fonction des circonstances, mais c'est quand même beaucoup, surtout pour Max Verstappen. Tu parlais des bons résultats de Lando ces dernières semaines, mais Max Verstappen, la dernière fois qu'il a quitté le top 5, c'était à Monaco, et c'était la seule fois de la saison.
Donc c'est quand même difficile d'imaginer Max craquer complètement. Il va vraiment falloir qu'Oscar aille chercher des deuxièmes places aussi si McLaren souhaite que Lando aille chercher le titre de champion. Il faudra sans doute une défaillance ou deux de Verstappen. De façon totalement neutre, je trouve qu'en tout cas ça relance complètement pour de vrai ce championnat au vu de l'écart, et moi je suis emballé comme je ne l'avais plus été depuis le début de saison 2022 où Leclerc et Ferrari nous ont fait croire que quelque chose de spécial était en train d'arriver. Et puis non. Et puis finalement non. Mais ouais, c'est... Vous vous souvenez, messieurs, quand on se regardait en janvier, en février, en se disant « Oh, vivement 2025 » parce que là, c'est vrai. Une saison 2024 où la Red Bull va tout dominer, on sait qu'Hamilton va chez Ferrari l'an prochain. Oh non, s'il vous plaît, je suis très content qu'on la vive cette saison. Parce que même les pilotes eux-mêmes disaient bon bah là on est parti sur une année de... Tout le monde sait déjà qui est champion du monde, donc on limite plier les bagages, on y va. Et même nous on avait cette tendance à se dire bon, la saison va être très longue, et au final il reste 9 Grands Prix et 70 points d'écart. Et on a hâte de les voir ces 9 Grands Prix. Difficile que Lando ait cherché le titre comme ça à la régulière, mais on se dit que Verstappen n'est pas forcément à l'abri non plus. Je plaide coupable, je crois avoir écrit dans l'hebdo après les essais hivernaux à l'année prochaine, je crois. Donc je plaide coupable. On pensait un peu tous pareil. Tout le monde a le droit. Là, tu as le droit de faire cette petite erreur, Jérémy, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, un bien beau Grand Prix en tout cas en termes de résultats. C'est sûr que voilà, c'était pas forcément la course la plus palpitante de tous les temps, mais écoutez, quand il y en a 24 par saison, on peut pas imaginer 24 bangers, c'est comme ça que parlent les jeunes évidemment. Donc voilà, c'était quand même pas non plus un si mauvais Grand Prix des Pays-Bas, et puis surtout première fois que Max Verstappen ne s'impose pas sur ces terres. Donc, mais bon, comme l'a dit Lando Norris, de toute façon, les tribunes étaient remplies de fans de McLaren, donc lui il se sentait complètement à la maison. Et après cette page Formule 1, on va se retrouver avec notre ami Valentin Glo pour parler endurance ce week-end. C'est les 6 heures d'Austin, on va donc vous donner quelques petites clés pour suivre tout ça. Et ce week-end, eh bien, il n'y aura pas que de la Formule 1 et d'autres sports mécaniques, il y aura donc le retour du WEC avec les 6 heures d'Austin. On était à Sao Paulo pour la dernière fois, c'était le 14 juillet dernier, les 6 heures de Sao Paulo, direction désormais donc les États-Unis, le circuit des Amériques à Austin au Texas. À mes côtés, vous allez l'entendre dans quelques instants, Valentin Glo, notre expert endurance, m'a rejoint, et d'ailleurs, eh bien, on se rejoindra ensemble au Texas. Nous vous ferons vivre cette course ce week-end pour Auto Hebdo. On accueillera également avec grand plaisir Clément, qui a remporté le concours Alpine Auto Hebdo et qui vous fera donc vivre un petit peu la course vue de l'intérieur en immersion avec l'écurie française Alpine, et on vous proposera plein de vidéos là-dessus sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo. Encore une fois, Auto Hebdo, avec ce podcast, le magazine, le site internet, les réseaux sociaux, on essaie évidemment de vous faire une couverture la plus large possible du monde des sports mécaniques. Valentin, déjà, comment ça va ? Eh bien, bonjour mon cher Michael, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs qui nous écoutez. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Clément pour sa belle vidéo et sa belle victoire notre concours en partenariat avec Alpine, et bravo également à tous et toutes participants et participantes. Écoute Michael, moi ça va, à quelques jours de partir à Austin. Puis je veux juste me permettre une petite correction. Pour commencer. C'est toujours extrêmement désagréable, mais vas-y, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je pose la question. Ce ne sont pas concrètement les 6 heures d'Austin. C'est vrai. La course s'appelle Lone Star Le Mans. C'est vrai que oui, nous allons vous faire vivre Lone Star Le Mans ce week-end. Sur le circuit des Amériques. Sur le circuit des Amériques. Là où la F1 se rend tous les ans. Oui, depuis 2012, et le WEC s'y était rendu l'année suivante. On a eu quelques épreuves de WEC déjà sur ce circuit des Amériques. On avait commencé donc en 2013 jusqu'en 2017. Tout à fait. Et puis on est revenu faire une pige en 2020, en pleine année Covid. Mais je pense, est-ce que c'était avant le Covid ou après ? Ça, c'est la petite question qu'on va se poser et à laquelle on va vous trouver la réponse dans quelques petits instants. Ne vous en faites pas. Et du coup, cette épreuve d'Austin était une manche de remplacement à l'époque dans la saison 2020. C'est pour ça qu'on y a fait une petite incartade. Elle avait remplacé Sao Paulo. Ça n'a rien à voir avec le virus cette fois-ci. C'était plutôt des problèmes d'ordre plutôt contractuel. Oui, tout à fait, entre le promoteur et le championnat. Voilà. Écoutez, ça, ce sont des choses qui arrivent malheureusement de temps en temps, bien entendu. Et puis vous voyez que finalement tout s'est bien passé puisqu'on est retourné à Sao Paulo cette saison. Le WEC a fait son retour du côté d'Interlagos et même ses débuts, du coup. Non, son retour. Pardon. Son retour, mais le début de l'Harry Hypercar au Brésil finalement. Exactement, c'était la première pour l'Harry Hypercar qui a commencé en 2021. On a eu 2 victoires d'Audi du côté d'Austin pour le moment, 3 victoires de Porsche.
une victoire de Rébellion. La Rébellion qui était une équipe privée. Là, si vous nous avez rejoints récemment pour le championnat du monde d'endurance, c'était juste avant le début de l'ère Hypercar, c'était à la fin des LMP1. Et en tant que vainqueurs qui sont en activité, qui seront présents ce week-end à Lone Star Le Mans, vainqueurs au classement général, il y aura évidemment d'autres pilotes qui ont gagné en LMP2 et en GT, mais en tout cas, si on se limite au classement général, on retrouvera Norman Nato, Earl Bamber, Brendan Hartley, Loïc Duval et André Lotterer. Loïc Duval qui avait d'ailleurs gagné la première édition 2013, tout à fait. avec Tom Christensen et Alan McNish. Toujours un très beau trio d'avoir ces trois pilotes. Oui, bon, même le trio, le suivant. Oui, on avait du Fassler, du Lotterer, Trélier. Et mention quand même au trio de Porsche, Mark Webber, Timo Bernard, Brandon Hartley, qui a quand même gagné 3 années de suite à Austin. Et notons que Norman Nato est tenant du titre. C'est ça. Il a gagné en 2020, avec le seul Américain qui s'est imposé à Austin au général en WEC, personne de Gustavo Menezes, qu'on salue. Tout à fait, et Bruno Senna qui est également présent, parce qu'on le salue aussi. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, bien entendu. Mais voilà, c'est le retour au circuit des Amériques, un tracé qui est, ma foi, assez compliqué, capricieux, on va dire, avec pas mal de bosses notamment. Donc il va falloir réussir à bien régler les voitures sous une chaleur qui risque fort d'être écrasante. Puisque la dégradation des pneumatiques risque d'être encore très importante, à être encore un facteur clé, comme ce fut le cas à Interlagos. Oui, c'est vrai qu'à Interlagos, beaucoup de stratégies avec des changements de pneus. On changé 2 pneus, même des équipes qui ont changé 3 pneus sur certains aérostands. C'était assez. Oui, il y a eu des stratégies pneumatiques à Sao Paulo qui, on va dire, étaient un peu exotique dans certaines équipes. C'était assez décousu, mais finalement ça a plutôt bien marché pour pas mal de ces équipes, avec notamment donc la victoire en rappel de Toyota, qui est la dernière équipe à avoir remporté une épreuve de WEC en date. Et on parlait justement de cette usure pneumatique et de ce facteur très important. Michelin vient quand même avec des données, et des données récentes, puisque on a eu le droit à la fin du mois de juillet à des séances d'essai, une première séance d'essai qui était organisée à l'initiative de Ferrari, qui avait loué le circuit et qui a dit, dans un excès de sympathie, allez, venez nous rejoindre, chers constructeurs de la catégorie Hypercar. Surtout que ça limite les coûts. C'est ça. Mais c'est toujours bien de dire que c'est gentil. Il faut toujours mettre en avant la gentillesse des gens. Ça leur coûte moins cher de partager les frais. Mais ça coûte moins cher. C'est sûr qu'à mon avis, quand la facture arrive, c'est mieux. Si d'autres constructeurs se joignent à eux, tout le monde y est allé, sauf Alpine et Isotta Fraschini. On en reparlera. Voilà, on reparlera de l'écurie italienne dans quelques instants, ne vous en faites pas. Et donc, Michelin, proposant ses pneus à toutes ces équipes Hypercar, s'est dit, tant qu'à faire, organisons également une séance d'essai Michelin avec les pneus donc, de 2026. Oui, il faut dire que c'est une séance d'essai qui, normalement, était prévue en début d'année. Alors, je crois de tête, c'était en mars, fin mars à Portimao, avec tous les constructeurs, pour effectivement tester ce qui devait être la nouvelle gamme de pneumatiques Hypercar et GTP pour 2025. Et finalement, malheureusement pour Michelin et les constructeurs, ils n'ont pas eu le temps qu'on a normalement en Algarve, puisqu'il y a eu un peu de pluie. Donc la séance d'essai est tombée à l'eau et il a fallu trouver une nouvelle date. Ce qui fut pas simple, évidemment, avec les emplois du temps de chaque constructeur. Et finalement, avec la proximité d'Austin, avec le fait que Ferrari avait cette séance d'essai avec d'autres constructeurs fin juillet, Michelin s'est greffé dessus et a donc organisé sa journée d'essai. Et voilà, ces pneumatiques qui devaient entrer en vigueur en 2025 ont été repoussées en 2026. Voilà, notamment parce qu'ils n'ont pas pu rouler à Portimao et qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour développer ces pneumatiques. Et, donc ce sera pour 2026 et ça permettra notamment de faire entrer Aston Martin dans la boucle d'essai l'année prochaine. Oui, c'est vrai qu'ils n'auront pas à devoir découvrir en plus ces nouveaux pneus qui auront été testés par leurs adversaires. Ils pourront les tester aussi l'an prochain, voilà, du coup, et apporter des feedbacks, ce qui est toujours assez important. Mais en tout cas, ce qui est bien sur une manche de WEC comme cela, assez lointaine, on va pouvoir quand même, dès le vendredi, dès les essais libres 1, pas prendre les résultats pour argent comptant, parce qu'évidemment, il faut toujours regarder ça avec les pincettes d'usage, mais déjà pouvoir décerner plus facilement des tendances, puisque tout le monde va venir en ayant déjà participé à un programme d'essai. Alpine devra se mettre dans la danse et vraiment se préparer, certes, mais les autres constructeurs auront fait ces essais. Ils vont pouvoir venir avec un programme déjà un peu plus facile, un peu plus débroussaillé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et mention à Lamborghini, qui avait déjà testé l'année dernière à Austin. Oui. Et il me semble que ce sont les seuls, à ma connaissance. Je crois, il y a très peu d'essais à Austin, mais c'est vrai qu'eux, ils avaient roulé l'hiver. Exactement. Pour préparer. Ils avaient même profité pour présenter leurs pilotes. Oui.
officiellement Oui. pour la saison IMSA et WEC. Donc à voir si Lamborghini arrive à tirer un peu plus son épingle du jeu que d'habitude. Ouais, c'est ce qu'on peut leur souhaiter très clairement. Ils viennent avec la connaissance du terrain, un terrain comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est réputé cassant aussi pour les mécaniques avec toutes ces bosses, les pneus qui forcément vont surchauffer, vont avoir des difficultés au niveau de la traction, à voir également ce qu'il en sera de la balance LMH-LMDH, puisque là justement c'est un circuit où il y a pas mal de zones de réaccélération, et certes évidemment on ne peut réaccélérer qu'à partir de 190 km/h en 4 roues motrices en LMH, mais effectivement avec toutes ces bosses ça peut tout de même aider d'avoir ce genre de choses. Est-ce que ce seront les LMDH qui seront un peu favorisés puisque leur système électronique est habitué à envoyer toute la puissance aux roues arrière? Est-ce que les LMH vont pouvoir tirer l'épingle du jeu dans les S rapides notamment, où on a de la reprise au-dessus des 200 km/h? Ce sera à voir, ce sera très intéressant à suivre. Moi, selon moi, mon humble avis dessine quand même pour moi un constructeur favori, c'est Toyota. Parce qu'ils ont montré à Interlagos sur la gestion pneumatique. Pour moi, ils sont clairement au-dessus. On verra évidemment la balance de performance, mais je pense que Toyota se présente en tant que favori à Austin. Oui, je précise qu'au moment où nous enregistrons cette partie du podcast, nous n'avons pas en notre possession la BOP, la balance de performance. Donc évidemment, si soudainement une voiture perd 600 kg, elle sera donc en dessous du poids minimum. Mais bon, écoutez, peut-être que. Là, on pourra vous dire qu'il y aura peut-être plus de chance. Mais en tout cas, sur ce qu'on a, effectivement, qui sont plus des ressentis de la dernière course à Sao Paulo, c'est vrai que Toyota avait vraiment impressionné parce qu'ils avaient une voiture rapide, mais ils avaient une voiture qui était plus gourmande en pneumatique également. Et ça avait permis de retrouver finalement une course un peu à la 2023. Hein. C'est Toyota qui partait seul devant, qui aurait même bien pu signer un doublé s'il n'y avait pas eu quelques petits soucis, on va dire, sur la route et sur leur chemin. Mais, oui, la 7 qui a eu des... La 7 a eu un long arrêt au stand à cause d'un problème sur une unité de contrôle du carburant qui a dû nécessiter une réparation et notamment un démontage un peu de la coque sur le côté, ce qui a fait que la Toyota numéro 7 qui avait terminé deuxième, on le rappelle, aux 24 heures du Mans, a perdu beaucoup de temps dans cet arrêt au stand et ça a offert, on va dire, sur un plateau la victoire à la numéro 8 de Sébastien Buemi, de Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa. Exactement. C'était la dernière course à Sao Paulo pour le WEC, mais malheureusement en 2024 pour le moins, c'était la dernière course pour Isotta Fraschini qui ne terminera pas cette saison du championnat du monde d'endurance. C'était leur première saison, ils avaient donc fait leur début au Qatar. C'est leur première demi-saison. C'est ça, première demi-saison, un petit peu plus après les 24 heures du Mans. Ils ont d'ailleurs terminé avec leur meilleure position de l'année aux 24 heures du Mans, 14e, ratant de peu un point au championnat constructeur, puisqu'on rappelle qu'on prend les meilleures voitures seulement au constructeur, donc ils ont failli marquer leur premier point en WEC. Mais du coup, la voiture numéro 11, l'Isotta Fraschini Tipo C Competizione, qui était pilotée par Jean-Carl Vernet, Antonio Serravalle et Carl Watanabe, ne poursuivra pas l'aventure. Et mon cher Valentin, si tout le monde tout de suite pourrait pointer des problèmes de budget, de quoi que ce soit, parce que c'est une petite équipe, disons que la communication officielle de la part de la marque italienne a laissé peut-être quelques petites zones d'ombre, on va dire. Disons que déjà que le timing est surprenant. Isotta eux-mêmes disent que la voiture est en cours d'arrivage à Sebring. Donc est en transit à Sebring, à Austin, excusez-moi. La force de l'habitude de vouloir se rendre à Sebring. C'est tout aussi bosselé, on est pas mal. Oui, le tarmac n'est pas tout à fait le même, donc quand même. Donc oui, la voiture était en cours d'acheminement à Austin, ce qui est un peu surprenant du coup comme timing d'annonce. Surtout que nous avions échangé avec Miguel Valdecabres, le PDG d'Isotta Fraschini, qui avait repris même la direction de la branche compétition il y a quelques semaines à la place de Claudio Berro, nous avait affirmé il y a un mois que les deux voitures obligées par le règlement 2025 allaient être exploitées par Duquesne l'année prochaine. Et en lisant le communiqué Isotta, on a l'impression qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz avec Duquesne. Donc, il y a encore quelques zones d'ombre à éclaircir là-dessus. Le timing est d'autant plus étrange que, certes, pour être honnête, dès le début de saison, il y avait des rumeurs de paddock disant qu'Isotta Fraschini n'allait pas finir la saison. Alors, à quel point était-ce des mauvaises langues ou des ragots réels, ou en tout cas des vraies rumeurs. Voilà.
Mais le fait est qu'ils étaient à Sao Paulo après Le Mans. Oui. Donc, ce qui est rare pour des équipes privées, parce qu'on se rappelle de Glickenhaus qui souvent sautait justement cette fin de Glickenhaus saison. sautait la fin de saison à partir du moment où il fallait se rendre au Japon, à Fuji, et à partir du moment qu'il fallait aller à Bahreïn. Oui. Les manches européennes, la manche de Monza après Le Mans, à chaque fois, ils Oui, étaient là. c'est vrai. Oui. Ils étaient présents. Donc là, c'est assez surprenant de la part d'Isota d'aller au Brésil. Mhm. Puis Et de finalement, une semaine avant Austin, de dire finalement on ne termine pas la saison. Oui, c'est très le timing est étonnant. Oui, c'est arrivé assez tardivement, donc effectivement on verra comment ça va se passer. Bon, j'avoue que soudainement pour 2025 ça semble quand même plus compliqué, hein, même si évidemment on peut pas présumer de ce qui va se passer. Alors soyons clairs, dans le communiqué, Isota n'indique pas qu'ils ne seront pas là en 2025. C'est ça. Il vient plutôt sous-entendre qu'ils souhaiteraient être présents, qu'ils souhaiteraient continuer le projet. Malgré tout, effectivement, là, en arrêtant au cours de saison, on les voit mal être là l'année prochaine au Qatar pour la reprise de la saison. Ne serait-ce que du point de vue du championnat du monde d'endurance. Oui, le comité de sélection, hein, le WEC a un comité de sélection qui doit trancher, qui avait tranché en défaveur de Van Wall cette année. Van Wall qui avait participé à la saison dernière. Et en défaveur de Van Wall il y a 2 ans déjà. Exactement. Donc Glickenhaus n'est plus là non plus. Hein, donc effectivement, pour ces petits constructeurs, c'est pas forcément simple d'évoluer dans un tel championnat, mais ça fait partie aussi des constructeurs importants dans le monde de l'endurance. Alors effectivement, l'an prochain Aston Martin arrive, on aura encore une fois cet âge d'or qui va se poursuivre. Espérons quand même qu'on arrivera à trouver, en tout cas ça c'est mon avis, qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente avec tous ces petits constructeurs, ces Glickenhaus, ces Isota Fraschini, Van Wall et autres, même si certains projets n'ont pas forcément été extrêmement bons. Ce sont des projets sur lesquels on se base ensuite quand malheureusement les constructeurs ne peuvent pas poursuivre et ne peuvent pas assumer la charge. Donc si les constructeurs venaient un jour à partir, il faut pouvoir se tourner vers ces structures comme Rebellion à l'époque, comme Alpine qui avait engagé les Rebellions avec Signatech lors de l'arrivée du règlement Hypercar. Ils avaient réussi quand même à avoir une voiture de plus sur ces grilles-là, c'était important à l'époque. Glickenhaus, c'est quand même un des premiers constructeurs à être vraiment arrivé dans la catégorie hypercar. Les deuxièmes finalement après Toyota. Donc quelque part ils ont un peu essuyé les plâtres. Quant à Isota Fraschini, saluons quand même un peu, je trouve, le travail de Michael Otto, de Duquesne cette saison. Certes, la fin est prématurée, mais ils ont un peu fait fi un peu des mauvaises langues, des moqueries, et ils ont réalisé une voiture qui, quand même, il faut le dire, est fiable. Alors, elle n'a pas fini Sao Paulo, malheureusement. Mais elle a fini Le Mans, ce qui était un bel exploit pour un petit constructeur comme Isota Fraschini. Certes, la performance n'a pas forcément été au rendez-vous, mais c'est une voiture dont il est quand même difficile d'évaluer le vrai potentiel. Oui. Donc, malheureusement, on ne le saura peut-être jamais. J'avoue que j'ai senti un peu venir la même histoire que Van Wall, parce que c'est pareil, hein, finalement, c'est un constructeur historique qu'on fait renaître soudainement, qui arrive. Alors évidemment, Van Wall n'était pas... on l'a fait renaître de manière différente, certes, mais quand j'ai appris, moi, l'existence de ce projet Isota Fraschini, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement... je pense qu'on a tous eu à peu près la même réaction. J'avoue que moi aussi, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler de ce projet pour la première fois, je me suis demandé de quoi on parlait. Et finalement, ils ont fait leurs 5 courses ici. Ils ne pourront pas terminer, certes, mais voilà, il y a eu des bonnes choses. La voiture n'était pas non plus dans les temps des LMP2 de l'époque ou quoi que ce soit. Hein. Elle était plutôt, on va dire, compétitive en bas de classement hypercar, certes, mais elle n'était pas à 10 secondes non plus des temps. On a pu voir sur certains débuts de course la voiture être plutôt dans le rythme de Lamborghini, de BMW, de même sur certains départs, certains débuts de course, être devant ces voitures-là. Après, sur le long terme, c'était un peu plus compliqué, mais pas si ridicule que ça, pas ridicule. Donc bravo malgré tout Isota Fraschini pour ce qu'ils ont fait cette saison. C'était courageux de se lancer dans cette aventure. Oui, exactement, et en tout cas, on vous invite à suivre tout ce week-end Lone Star Le Mans, puisqu'il faut dire cela comme ça, Lone Star Le Mans. Du côté d'Austin. Si on veut dire les 6 heures. Les 6 heures du circuit des Amériques. Voilà, comme l'ancienne appellation. Exactement. Les 6 heures du quota, si vous le souhaitez, on pourra vous faire vivre tout ça, évidemment. Mais on ne vous en voudra pas si vous dites les 6 heures d'Austin, évidemment. Non. Vous pouvez dire les 6 heures d'Austin dans tous les commentaires sur autoedo.fr, Facebook ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Parce que notons que l'appellation Lone Star Le Mans est apparue pour l'édition 2020.
C'est vrai. Avant, c'était les 6 heures du circuit des Amériques. C'est vrai. Donc voilà, on est à la 2e édition de ce Lone Star Le Mans et on se retrouvera tout le week-end. Et après cette page endurance, eh bien, on est de retour avec quelques petits résultats de ce week-end, parce que comme on vous l'a dit, eh bien voilà, on a repris un petit peu le chemin des circuits pour pas mal de disciplines. Il y avait notamment de l'IndyCar hier soir, au moment où on enregistre, évidemment, vous écouterez peut-être ce podcast dans 2 ou 3 jours, en milieu de semaine, et vous avez bien raison. Il y avait donc de l'IndyCar ce dimanche, si on est tout à fait précis, du côté de Portland, dans l'Oregon, victoire de Will Power devant Alex Palou. Encore une fois, Will Power très content puisqu'il gagne, il revient au championnat. Problème, le leader du championnat termine 2e, donc forcément il n'a pas repris énormément de points. Il y a 54 points d'écart actuellement au championnat. Et attention, super quiz, rapidos, combien de points marque un pilote qui gagne une course d'IndyCar, qui mène le plus grand nombre de tours et qui fait la pole position? La victoire déjà c'est 50. Oh oui. Et là tu m'as pris de court avec 70. Je rappelle que Will Power a 54 points de retard. 54. Bravo, excellent, superbe, voilà, on peut effectivement marquer 54 points. Après, même une victoire de Power lors de la prochaine course et un abandon de Palou ne le ferait pas revenir au championnat, puisque le dernier marque aussi des points en IndyCar, même si vous abandonnez, vous pouvez marquer, mais en tout cas, voilà, peut-être que cette saison sera un peu... je ne sais pas, un peu serré également, on ne sait pas trop, mais en tout cas, Alex Palou est bien parti, même s'il reste 3 ovales, et c'est là-dessus peut-être que le bas pourrait blesser pour le pilote espagnol. Demandé notamment à Will Power, qui a perdu 3 ans de suite le titre, parce que les dernières courses se passaient sur ovale et qu'il avait un certain blocage, on va dire, psychologique dessus. Je pense que là, les rôles sont un petit peu inversés. Même si Palou reste quand même une belle arme sur ovale, au final, il est à la recherche de sa victoire, mais quand on regarde les moyennes de ses résultats, de ses arrivées, on se dit que ça reste quand même un client à prendre en compte pour les ovales quand même. Exactement, il a terminé 2e sur le dernier ovale à l'Iowa, derrière Will Power. Et nouveau top 5 encore pour l'Espagnol, qui même quand il ne gagne pas, un peu à la manière d'un Max Verstappen finalement, est capable de défendre avec des places sur le podium. Donc il va être difficile à déloger. Je pense qu'il continue de vraiment décevoir le reste de ses concurrents, qui ont toujours dit cette phrase qui est, je trouve, formidable, qui est de dire... Le gros problème, c'est qu'il est comme Scott Dixon, mais il va plus vite. Donc, c'est un pilote rapide qui, en plus, gère parfaitement. Donc là, effectivement, il va être difficile à battre Alex Palou, qui pourrait donc remporter son 3e titre en 4 ans en IndyCar, ce qui est quand même assez fou. Je sais que c'est pas le débat du tout, mais j'aimerais vraiment voir ce pilote en Formule 1. On a entendu parler de rumeurs un peu fumeuses, sans doute, avec Audi. Pour moi, Audi qui est en train de perdre un petit peu la face avec que des refus et sans doute une bataille Bottas-Zou pour le 2e baquet. Ils auraient tout intérêt, alors je ne connais pas les obstacles contractuels éventuels, mais à aller chercher un mec comme Palou. Il faudrait encore que Palou ait cette envie-là de quitter l'environnement IndyCar où il domine pour aller dans la pire équipe actuelle en Formule 1, mais pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Alors Jérémy, l'avantage, c'est que comme Alex Palou a été attaqué en justice par la moitié du paddock IndyCar, on connaît à peu près toute sa situation contractuelle. Il a effectivement une clause pour aller en Formule 1 en 2025. Si un type lui fait une offre, il peut tout à fait partir. Maintenant, est-ce qu'il le souhaitera? Ça, c'est pas sûr. La petite déception, malheureusement, ce week-end, c'est clairement Romain Grosjean qui était vraiment parti pour un top 5. Et puis tout s'est mal passé au 62e tour, un tête à queue en entrant dans la première chicane. Jusque-là, ce sont des choses qui arrivent, pas très graves. Le problème, on vous l'avoue, c'est quand même quand il est reparti. Sans clignotant. Voilà, pas de clignotant, pas à regarder les angles morts, et du coup, il a percuté Christian Rasmussen, et il a ensuite eu une pénalité, une crevaison, enfin bref, voilà. Week-end bien galère, malheureusement, pour Romain Grosjean, mais le rythme est encore là, et comme je l'écris sur autohebdo.fr, je me dis que il y a cette petite rumeur disant que... Enfin, rumeur, Ricardo Roncos dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir le garder l'an prochain, parce que c'est une petite structure, il n'a pas beaucoup de budget, et ainsi de suite, et que Grosjean attire de nouveau les grandes équipes. Mon avis là-dessus est de me dire que vu les 2 saisons qu'il a fait chez Andretti, je préférerais qu'il reste dans cette petite structure, c'est très familial, ça correspond vraiment beaucoup plus à Romain Grosjean, à ce qu'il apprécie, c'est comme ça qu'il s'épanouissait chez Lotus à l'époque aussi, il nous l'avait dit. Sa première année en IndyCar aussi. C'était avec une petite équipe à Delcon, effectivement. Peut-être sa meilleure année jusque-là en IndyCar. Ouais, avec le plus de podiums, en tout cas, il était vraiment très, très performant d'entrée de jeu, donc je me dis c'est peut-être bien d'essayer de construire, parce que c'est de l'IndyCar, il n'a pas un tel désavantage. C'est sûr que si tu vas en Formule 1 chez Sauber aujourd'hui,
tu sais déjà que tu as 5-6 dixièmes minimum, voilà, tu pourras jamais rattraper les voitures devant, alors qu'en IndyCar, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est pas bête d'essayer de construire avec un projet. Ricardo Ronco, ça a déclaré que c'est un vrai honneur d'avoir quelqu'un comme Romain Grosjean, donc ça doit être bien aussi de se sentir comme ça. Est-ce qu'il y a, tu disais justement que l'équipe Junco, c'est pas sûr de le garder. Est-ce que tu sais s'il y a eu des rumeurs concernant Grosjean sur un top team qui pourrait potentiellement le chercher? Il n'y en a pas eu tant que ça, effectivement, pour l'instant. Après, c'est tellement vaste en ce moment le marché des transferts IndyCar. On a aussi l'inconnu Prema qui arrive. Et en fait, Prema, il faut bien se rendre compte qu'ils arrivent avec la possibilité d'être rapidement un top team. Ils ont quand même des très belles installations, ils ont des recrutements, ils ont des beaux moyens, ils font des recrutements, Pierce Phillips notamment pour mener le projet qui est pas mal. Donc ça, je sais que Prema, bon, à mon avis, tout le monde a pris contact déjà avec l'équipe de René Rosine. D'ailleurs, je crois que... Oui, c'est ça. J'ai un appel en absence, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je prendrai ça juste après. Je pense qu'eux, ils ont l'embarras du choix. Après, t'as d'autres équipes. Un retour chez Andretti me paraît quand même très peu probable. Surtout que ça s'était mal terminé. Voilà, il y a eu petit passage aussi par le tribunal, semble-t-il, et c'est pas encore tout à fait terminé. C'est un peu la mode en IndyCar. Oui, c'est sympa. C'est très américain, hein, ça se passe très bien là-dessus. Tout le monde se connaît là-bas. Voilà. Non, après, Ganassi, le problème c'est qu'il risque de passer à 3 voitures, donc voilà, est-ce qu'il y aura vraiment de la place? Penske, évidemment, il n'y a pas de place pour l'instant. Si Palou vient en F1. Voilà, c'est ça, si Palou vient en F1, il faudra quelqu'un pour la numéro 10. Et en plus, il retrouverait les couleurs DHL, donc voilà, écoutez, nous lançons donc désormais la campagne. Alex Palou chez Sauber en F1, Romain Grosjean à sa place dans la numéro 10. On verra si ça fonctionnera ou pas, je suis pas convaincu, hein, je suis pas tout à fait certain. Ce week-end, messieurs, il y avait également de l'European Le Mans Series. On va rapidement revenir là-dessus. C'est Aobaitiev qui s'est imposé avec Johnny Edgar, Robert Kubica et Louis Delétraz, un sacré trio. Première victoire de la saison, c'est ça? Il me semble bien, effectivement, ouais, donc dans ces 4 heures de Spa-Francorchamps, qui continue de nous prouver une chose, c'est que des courses d'endurance à Spa, en général, c'est vraiment génial. Ça, peu importe que ce soit les 6 heures de Spa en WEC, enfin les 7h44 ou tout ce que vous voulez, les 4 heures LMS, les 24 heures GT, c'est vraiment à chaque fois très très bien. On avait également de l'IMSA ce week-end, l'IMSA, le championnat nord-américain d'endurance. Alors là, par contre, autant vous dire que niveau résultat, ne vous attendez pas à avoir une Cadillac ou quoi que ce soit, puisque c'est une BMW qui s'est imposée. Mais pas la BMW GTP non plus, puisque c'est la numéro 1 de Snow et Sellers. Il y avait en fait ce week-end sur le Virginia International Raceway une course réservée au GT. Donc il y a parfois en fait dans ce championnat, un jour je pense que ce serait formidable de vraiment explorer l'IMSA, parce que tout le monde voit ça comme c'est le championnat d'endurance américain, alors que pas du tout. Il y a des courses d'1h40, des courses de 2h40, il y a des courses qu'avec des GT, il y a des courses avec que les LMP2 et des GT, enfin voilà, il y a vraiment de tout. C'est très varié, très divers, sur des circuits en plus assez formidables. La prochaine ce sera Indianapolis en plus. Donc voilà. Ils ont bon goût, ces gens qui font le calendrier IMSA. Moi je les salue. Je leur dis bravo. Et puis, messieurs, pour rester aux États-Unis, ce week-end, sachez qu'en NASCAR, on a eu truc incroyable. Le dernier du championnat a gagné une course. Harrison Burton, 34e de la saison régulière, se qualifie donc pour les playoffs en s'imposant pour la première fois de sa carrière à Daytona. Est-ce si incroyable que ça quand on connaît les États-Unis et les séries américaines qui finalement, pour des Américains qui sont les rois de la mondialisation, j'ai quand même l'impression qu'ils sont ceux qui ont le plus, un système de championnat et une façon de faire un peu communiste sur les bords quand même, globalement. Tout le monde peut gagner, tout le monde a ses chances, c'est beau. C'est anti-américain presque. Et pourtant c'est Daytona qui est le circuit que les gens regardent le plus, hein. C'est complètement fou, parce que évidemment vous savez que Daytona c'est un petit peu une loterie, ou en tout cas voilà, ce sont des courses en paquet, il y a de l'aspiration, c'est assez particulier. T'as pas eu de bagarre cette semaine? Non, parce que c'est distribué. Des points, mais pas des points. Voilà. C'est pour ça que j'en ai pas entendu parler les week-ends. C'est ça. Non, parce qu'en fait là, non, ils avaient pas besoin puisqu'ils créaient des accidents avec 30 voitures impliquées, donc c'est très compliqué d'aller trouver le responsable, machin. C'est beaucoup plus difficile. Et pour terminer, on avait de la F1 Academy, le retour de la série 100% féminine. Bon, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme d'habitude. Abby Pulling a gagné la première course, Dorian Pain gagne la deuxième. Bah oui et non, parce que Dorian, finalement, mine de rien, Dorian, sa dernière victoire, elle datait de la première course en Arabie Saoudite. Donc on parle là le premier ou deuxième week-end de mars, donc quasiment 6 mois. Certes, elle avait gagné la deuxième, mais bon, elle avait pris le damier 2 fois, pénalisé 20 secondes. Derrière, petit passage compliqué à Miami où la Pulling avait vraiment pris le dessus. Barcelone, un peu compliqué pour elle parce qu'elle avait été arrêtée 4 semaines avec les côtes fracturées, donc la reprise de rythme toujours en délicatesse.
Et là, oui, Zandvoort, on a retrouvé un peu la hiérarchie, Pouling, Pain qui se battent toutes les deux pour les 2 premières positions. Une pole chacune, une victoire chacune. Tout le monde est content. Et surtout Dorian qui dit être à 100%, ça y est, d'être débarrassé de tous ses problèmes. Donc pour les 3 dernières manches, peut-être compliqué d'aller chercher le titre. Pouling a fait un gros gap. Si je me trompe pas, c'est 80 points. Ou 70. Donc, faut demander la recette à Lando Norris. Oui, Voilà. mais après, c'est 2 courses par week-end, 25 points. Un abandon, c'est vite arrivé. Mais bon, Dorian est encourageant, enfin elle est elle-même encouragée pour la suite d'être à nouveau en forme. Oui, c'est ça, c'est déjà très, très politique. Oui. Mais c'est vrai que c'est effectivement des championnats un peu complexes comme ça, puisqu'il y a 15 voitures déjà seulement en piste. Et dans ces 15-là, on peut dire que vraiment Pouling et Pain sont quand même vraiment au-dessus, à un niveau bien plus élevé. Donc c'est difficile d'avoir beaucoup de filles qui pourraient venir s'intercaler. Pouling a surtout terminé sur le podium à chaque course. Ouais. Donc c'est compliqué de ce point de vue-là d'aller chercher quoi que ce soit. J'ai vu que Dorian avait pris une pénalité, qu'elle avait terminé 5ème. Elle rate elle anticipe le départ, c'est toujours là où elle est encore en délicatesse. Parfois elle les rate, parfois elle les anticipe. Bon là elle fait 2ème à l'arrivée, mais 5 secondes de pénalité qui la font tomber 5ème. Ça, c'est les gros points perdus pour un mais championnat. Mais là, au moins, elle est arrivée à égalité de points avec Chambers pour la 2ème et 3ème place. Là, elle a fait le gap. Là, il y a vraiment 1-2 et le reste c'est chouette de l'avoir gagné. Ça va être derrière, en plus, la prochaine manche est à Singapour, je crois. C'est les vrais circuits de pilote et je pense qu'elle sera en mesure d'aller faire de belles choses aussi là-bas. Bon, on lui souhaite en tout cas, dans rien de temps, on va espérer qu'elle puisse remonter un maximum. Et puis, pire du pire, au moins elle se sera quand même très bien montrée dans cette saison et c'est déjà évidemment important pour la suite. Et précisons simplement qu'elle ultra domine globalement sa coéquipière. C'est vrai qu'on peut être surtout comparé d'abord à ses coéquipiers. C'est quand même Maya Veug qui a une expérience en monoplace autrement plus importante que celle de Dorian. Donc rien que de ce point de vue-là, pour moi la saison est réussie, qu'il y ait titre ou pas. J'ai l'impression que la monoplace aussi d'Abby Pouling est très bien préparée. Peut-être que Rodin a compris quelque chose de particulier sur cette voiture, ce qui n'enlève absolument rien au travail fantastique d'Abby Pouling. Mais je pense que ça reste une saison très positive pour Dorian Pain qui a eu beaucoup de championnats à gérer de front. Donc, surtout qui peut accepter le fait que Pouling pour le coup soit beaucoup plus expérimenté qu'elle. Dorian, il ne faut pas oublier que c'est sa première saison de monoplace. Bien sûr. Et qui au départ de la saison ne partait pas pour faire de la monoplace. Donc, alors qu'Abby Pouling fait la F4 britannique en même temps aussi. Après ça, la W-Series, la F1 dernier. Elle connaît très bien en plus cette voiture précise. C'est ça, elle a déjà roulé sur une F3. Ouais, non, elle a clairement une expérience bien plus importante, mais voilà, ça n'enlève rien au talent des deux. Finalement, on a bien hâte de voir comment cette saison va se terminer. Et en parlant de saison qui se termine, je suis très très fier de cette transition, elle est absolument formidable. Ce week-end, du côté de Monza, il y aura le Grand Prix d'Italie de Formule 1, certes, mais il y aura également donc la fin de la saison de F3, et autant vous dire que c'est excessivement serré aux avant-postes et qu'on aura 4 pilotes au moins qui peuvent jouer le titre. Sur le papier, ils sont 6 à pouvoir être encore champions, sachant qu'on marque jusqu'à 39 points si on gagne les 2 courses, les 2 meilleurs tours et les points de la pole. Mais c'est surtout les 4 premiers qu'il va falloir surveiller. Il y a 16 points d'écart entre les 4 premiers et surtout 6 entre les 3. Sachant que Fornaroli qui est en tête a un seul point de vue d'avance sur le deuxième. Donc c'est totalement ouvert. Sur un circuit comme Monza avec des F3 où ça va très 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 vite, où les départs en peloton, les courses en peloton F3 on sent généralement, on l'a vu à Spa la dernière fois, que 4 tours sous drapeau vert. Oui, il va falloir éviter les accidents. Il va falloir éviter les accidents, ne pas se louper en qualification. C'est d'ailleurs pour les qualifications qui ont été modifiées pour Monza, pour une question d'organisation et que ça se passe bien pour tous les pilotes, on va les diviser en 2 groupes comme à Monaco, sûrement pour éviter ce qui se passait à Spa où tout le monde attend à la dernière chicane, sauf qu'il y a des pilotes qui arrivent pleine balle depuis blanchiment. Et c'est tout simplement dangereux. Et là, ils veulent éviter ce qu'on voit souvent, même en F1, le train-train DRS, tout le monde s'attend et ça peut donner lieu à des accidents. Donc oui, il va falloir bien gérer les qualifs, bien gérer les courses et rester à l'abri des contacts. Ouais, on rappelle effectivement Leonardo Fornaroli, Gabriele Mini,
2 Italiens, et de l'autre côté 2 Britanniques, Luke Browning et Arvid Lindblad, qui peuvent jouer ce titre. Moi je me félicite quand même de revoir, parce que c'est aussi le cas en F2 avec Antonelli notamment, les Italiens revenir quand même aux avant-postes. Il y a eu un sacré passage à vide sans pilote italien en Formule 1, et tout cela, et dans les catégories inférieures il n'y en avait pas non plus énormément, et là maintenant voilà, ça revient, on a l'impression que la formation revient aussi niveau. Mais t'as raison de te féliciter, c'est toujours important de se féliciter quand on n'y est pour rien. Oui c'est vrai, mais après voilà, ça je n'apprécie pas trop ce terme, puisque peut-être que j'ai travaillé longuement avec la fédération italienne, et que je ne le sais pas, c'est vrai, après tout, on ne se connaît pas non plus au point de... Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avant Auto Hebdo, si ce n'est revoir toute la formation des pilotes italiens. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Oui, je félicite plutôt Lacci, effectivement. Oui, mon cher David. Moi, je mettrais quand même une... Parce qu'il faut se mouiller un petit peu. On fera un petit prono quand même. Je mets quand même une petite pièce sur Luke Browning, de mon côté, qui est actuellement 3ème. Donc vous voyez, je me mouille quand même. Hein. Il est à 6 points de la tête du championnat. C'est un pilote qui est plus âgé que les autres, qui est protégé de Williams, si je dis pas de bêtises, vainqueur de Macao. Il est chez Hightech, il domine son coéquipier Stenson. Je pense que voilà, c'est un peu plus compliqué depuis quelques courses. Il y a aussi eu des conditions météo qui sont venues jouer les troubles faits, mais je le vois bien un petit peu plus solide que les autres. Après, le choix du cœur irait plutôt sur Gabriele Mini. Je dois reconnaître une petite affection particulière pour Gabriele, qui est un chouette type et qui, je trouve, est un pilote, notamment en qualification, capable d'aller très 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 vite. C'est le genre de pilote que j'apprécie particulièrement. Donc le cœur est pour Mini, mais la raison peut-être pour Browning. Et comme ici on est un podcast sérieux et qu'on fait surtout pas de blagues ou quoi que ce soit, je n'irais donc pas dire que tu as une mini affection pour Gabriele. Hein, mais voilà, on ne le dit pas. C'est vrai. C'est important de le noter. Non, c'est vrai. Toi Gonzalo, tu verrais qui? On dit souvent qu'il faut faire des choix différents, mais là je rejoins Jérémy là-dessus. Pour moi, Browning aussi, en termes de, comme le dit lui, l'âge, la maturité, peut-être plus de régularité que ses adversaires, même si les derniers résultats n'ont pas plaident pas en sa faveur, mais un peu à l'image de ces dernières manches en F3 où ça a été un peu le zigzag pour tout le monde. Lindblad a gagné les 2 courses à Silverstone. Et il était 2ème en championnat, on s'est dit là ça y est c'est bon. Depuis Silverstone, 4 courses, aucun point marqué. Mini pareil, alterne le bon et le moins bon. Et si bien il est capable de nous sortir un gros tour en qualif, il peut aussi se rater en qualif. Ça lui est arrivé plusieurs fois de pas faire le tour au bon moment ou de faire la petite erreur. Donc c'est pour ça que moi je vois Luke Browning plus fort là-dessus en termes de gestion de la qualif et notamment en gestion de course. C'est là où je le trouve vraiment fort. Sachant pardon que Monza c'est vraiment un circuit où il faut être parfait parce que la moindre petite erreur te fait perdre des places. Et pas oublier Fornaroli, la Trident qui est très 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 rapide et qui a souvent fait mal à Monza ces dernières années. Notons quand même qu'en termes de densité il pourrait y avoir un petit avantage après-main, puisque leurs 3 pilotes sont dans le top 5. On sera en Italie, alors certes Fornaroli et Trident ça fleure bon l'Italie aussi, mais même si on est dans des championnats où les pilotes roulent pour eux et pas pour l'équipe, je ne serais pas étonné, à la place d'un Dino Beganovic par exemple, qui a une chance infime d'être titré, je ne serais pas étonné que des jeux de stratégie puissent avoir lieu. Alors ce sera au bon vouloir de chacun, mais Dino et Mini risquent de se retrouver ensemble en F2 l'année prochaine chez Prema, si tout se passe bien. Donc pourquoi pas continuer cette relation fructueuse et pourquoi pas donner un petit coup de main à Gabriele et surtout à son équipe Prema s'il le peut. Oui, ce serait malvenu qu'il joue sa carte personnelle Beganovic si ça voulait dire que finalement Mini ne pouvait pas remporter le championnat. Moi je mettrais mon argent sur Gabriele Mini, voilà, moi qui ai regardé... Ce sera donc Leonardo Fornaroli, le seul exactement, Lindblad du coup qui viendra faire la grande surprise. Non mais moi qui ai regardé la F3 de très 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 loin cette année, je pense Mini, encore une fois, notamment grâce au travail qu'on a effectué avec la fédération italienne. On va terminer cette émission avec notre petit quiz de fin de podcast, messieurs, et là écoutez, ça va pas être une grille cette fois-ci, donc il va pas falloir forcément remonter très loin. Mais je voulais... Tant qu'il me reste un moyen de tricher quand même, ça me pose pas de problème. Justement, là, vous ne le voyez pas, mais je colle mon petit carnet
à mes yeux pour être sûr qu'on ne regarde pas la réponse dessus. Heureusement que tu as des lunettes dans lesquelles on peut voir le reflet. Je suis venu avec des Ray-Ban solaires ultra bright, évidemment, pour que ce soit complètement impossible de ne pas tricher, contrairement à l'habitude. Non, je vous ai préparé 3 petits quiz. En fait, vous allez jouer l'un contre l'autre. Et j'ai 3 pilotes au total, avec 4 indices par pilote. D'accord. Si vous trouvez le pilote en question dès le premier indice, vous marquez 4 points. D'accord. Sinon 3 points, 2 points, 1 point. C'est globalement la finale de Question question pour un champion. on est d'accord. Voilà, 4 à la suite. Ah non, c'est pas le 4 à la suite. Ah oui, c'est la finale. oui. En termes d'inventivité, on se place plutôt pas mal. Sachez évidemment que au début, vous êtes l'un contre l'autre. Si quelqu'un répond et se trompe, la balle revient. L'autre peut répondre à l'indice suivant, et ainsi de suite. Vous n'avez quand même pas le droit d'enchaîner les réponses comme ça. Donc le premier pilote en question est un pilote encore en activité. C'est peut-être pas le bon moment pour tenter. Un peu large quand même. Un petit peu large. Hein, ouais. On va peut-être commencer à. Il roule. Ouais, on va peut-être commencer. Kevin Magnussen. Et non, ça n'était pas lui, coup dur. J'avais une chance sur 2. Donc du coup, c'est Gonzalo qui va pouvoir répondre à. Bien sûr. Je suis champion du monde. Fernando Alonso. Oh oui. Ah oui. Les autres indices étaient j'ai piloté une voiture grise, puisqu'on est malin. Oh hein. oui. Et j'ai débuté ma carrière en 2001. Fernando Alonso. En même temps, si Le roi. Si vous prenez votre idole à tous les deux, c'est un petit peu facile, je trouve. Vous l'avez fait ensemble, vous l'avez préparé ensemble ce quiz? De quoi? Je ne vois pas d'engranger dans cette pièce non plus, donc tout va très bien. Bravo Gonzalo. 3 points pour Gonzalo. Merci Jérémy. Qui vient de gagner officiellement le jeu, hein, parce que là, avec 3 points. Le pilote suivant, j'ai débuté chez Williams. En Formule 1, évidemment. Valtteri Bottas. Non. J'y suis toujours aujourd'hui. Logan Sargent. Non. Donc là, vous pouvez jouer tous les deux. Je suis britannique. George Russell. Non. Mais quand t'as dit j'y suis toujours. Laissez-moi finir. Je suis champion du monde 2009. Jensen. Ah oui. Bah oui, il est encore chez Williams. C'est magnifique, c'est magnifique. Bah oui, Il est encore chez Williams. Il fait partie du management maintenant, Jenson Button. Conseiller spécial qu'on ne voit Moi j'ai jamais. répondu Russell parce que je pensais que tu t'étais gouré dans l'énoncé, mais Mais surtout, moi j'ai eu peur qu'ils hein. disent j'y suis toujours. En parlant de Williams, je me suis dit si c'est pas Sargent, il doit penser à Albon. Ben non. Et non, écoutez, on a fait ça avec une grande équipe, hein, vous en faites pas, tout a été vérifié. Ça fait 4 points pour Gonzalo. Bon bah là, il va falloir y aller, mon cher là, il va Jérémy. falloir décoller. Et comme le premier indice est je suis un vainqueur en Formule 1, tu as à peu près 111 pilotes qui correspondent. Donc là, ce serait incroyable. J'ai décidé de me taire. Il se tait, c'est beau. J'ai piloté pour des équipes qui étaient à l'époque Jordan et Stewart. Waouh. Je suis mexicain. Sergio Pérez. Bravo. Oui, merci Gonzalo de me l'avoir laissé. Le dernier et là, le dernier était vraiment histoire de dire, là, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que vraiment vous êtes des nazes, excusez-moi. Mon équipe actuelle est Max Verstappen. Tu vois, vraiment, on essaye de pousser le truc. Bon, bah 4-2, c'était assez serré. On espère que vous l'aviez chez vous aussi. Hein. On peut pas mettre d'indice puisque c'est un podcast audio. Hein, donc Le fameux indice en bas de votre écran. Exactement, l'indice qui n'a jamais aidé qui que ce soit. En tout cas, voilà, c'était le 2e épisode de la Haute Lap. Toujours important de terminer dans la joie, la bonne humeur. Par contre, un jour, j'espère que vous vous battrez un peu à la manière de NASCAR, du coup, s'il y a un moment difficile sur un quiz, pas content, enfin voilà, qui est un peu de... Il y a suffisamment de compétiteurs dans cette rédaction pour que ça arrive d'ici la fin du mois de septembre. Oui, je pense que ça devrait aller assez vite. En tout cas, eh bien, merci de nous avoir suivis pour ce 2e épisode de la Haute Lap. Vous pouvez nous retrouver lundi prochain. Comme d'habitude, on tient aussi à vous rappeler que le magazine est disponible dès ce soir à 20h pour ceux qui nous lisent en version numérique. Sinon, évidemment, ce sera mercredi en kiosque. Et précisons quand même que le prochain épisode se fera en partie depuis Austin, où cher Michael, avec notre ami Valentin Inglo, vous serez pour couvrir les 6 heures d'Austin et être au plus proche de nos amis pilotes d'endurance pour faire vivre un petit peu à tout le monde via le podcast les 6 heures d'Austin. Exactement, on fera ça avec également Clément qui a remporté le concours Alpine Auto Hebdo et qui vous fera également vivre sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo le week-end de l'intérieur chez Alpine, chez les Bleus, donc vous allez voir, ce sera ma foi assez sympathique. Merci Gonzalo et merci Jérémy d'avoir été là. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao ciao.